Et avec nous pour ce club, Daïk Odoui. Bonjour Daïk. Bonjour, merci d'être là, éditorialiste politique à franceinfo.fr. Valérie Lecap, bonjour. Merci également d'être avec nous, Valérie, éditorialiste et politique pour le journal Point Info. On va parler avec vous de Bruno Retailleau qui n'exclut pas de quitter le gouvernement si François Bayrou met en œuvre la proportionnelle, un texte qu'il ne défendra pas, prévient-il. Rupture entre LR et le camp présidentiel. On va voir ça dans quelques instants. On parlera également des municipales. C'est à suivre, de Gérard Larcher et d'Yael Braun-Pivet qui étaient hier au mémorial de la Shoah. Et puis Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Oriane. Le Sénat veut mettre un frein à la fast fashion. Oui, avec des divergences avec les députés qui étaient à l'origine de ce texte. On en parle tout à l'heure. Merci, c'est à voir dans quelques instants. On regarde l'actualité dans nos régions. Dans nos régions, c'est avec nos partenaires de la presse régionale. Bonjour Aurélien Wurli, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à RCF dans les Hauts-de-France. Et Emmanuel Macron est dans votre région aujourd'hui. Il est à Douai, de retour dans le bassin minier. Il est le chef de l'État qui va faire un point d'étape sur le plan d'engagement pour le renouveau du bassin minier. Il vient notamment visiter une usine de batterie, Aurélien. Oui, Oriane, une Gigafactory AESC. Elle produit des batteries pour véhicules électriques. 2 milliards d'euros investis dans cette usine depuis 2021, qui a bénéficié du sommet Choose France. Le président de la République inaugure également une maison France Service à Wallers. Objectif donc de cette visite, illustrer l'engagement de l'État dans la revitalisation du bassin minier et l'accès aux services publics. Le bassin minier, c'est cette région entre le Nord et le Pas-de-Calais, marquée par les mines de charbon. C'est un territoire très fragile, victime d'une large baisse démographique, un taux de pauvreté s'élevant à 22% en 2015, 8 points au-dessus de la moyenne nationale. Et les indicateurs en termes de santé, d'accès à l'emploi ou de logement sont plus fragiles que partout ailleurs en France. Et dans ce cadre, que l'État lance ce plan d'engagement pour le renouveau du bassin minier, un plan lancé par Emmanuel Macron en 2017. Oui, et cet engagement qui se voulait global, donc 200 millions d'euros pour l'accès à la santé, la rénovation des cités minières, la lutte contre la pauvreté, l'emploi ou encore le soutien à l'activité économique, donc un plan très large. Certaines de ces politiques ont tenu leurs promesses. D'ici 2028, par exemple, plus de 25 000 logements seront rénovés. Le chômage a également baissé de près de 19% en quelques années dans la région. Mais les élus locaux ont parfois pointé par la presse locale des soucis autour de ce plan, un manque de transparence autour du pilotage de ces fonds ou une incompréhension dans la façon dont ces fonds étaient utilisés. De plus, la Voix du Nord faisait remarquer au président de la République dans une interview que ce plan n'avait pas permis d'indiquer la progression du Rassemblement national, comme le chef de l'État l'avait promis en 2017. En 2024, les circonscriptions du bassin minier ont envoyé presque exclusivement des députés RN à l'Assemblée nationale. Aurélien, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler de cette visite d'Emmanuel Macron aujourd'hui dans les Hauts-de-France à Douai. Merci Aurélien. Daïk, alors pour Emmanuel Macron, il y a un enjeu évidemment de réindustrialisation dans ce bassin minier. Il s'investit beaucoup dans cette région. Et puis Aurélien le rappelait, il y a aussi un enjeu politique. C'est une terre que le RN veut conquérir, notamment lors des prochaines municipales. Absolument. Et je pense que Emmanuel Macron, c'est pas tant pour exister sur la scène intérieure en ce moment même, alors qu'il est très pris par la scène diplomatique et y compris aujourd'hui, il va rencontrer Giorgia Meloni après ce déplacement à Douai. Il est déjà dans la défense de son bilan. Parce qu'Aurélien l'a rappelé, c'est une initiative qui date de 2017 et l'Élysée insiste beaucoup là-dessus, que donc c'est un point d'étape, mais c'est pour dire que les promesses ont plus ou moins été remplies. Alors après, les conséquences politiques, électorales, en effet, elles ne sont pas au rendez-vous par rapport évidemment à l'héritage qu'il pourrait laisser. Est-ce qu'il va laisser le pays au Rassemblement national ou pas, puisque c'est l'un des enjeux de qu'est-ce que sera le macronisme et quel peut être l'héritage. En attendant, voilà, il est dans la défense de son bilan, comme il a pu l'être d'ailleurs dans l'interview télévisée, où il a assez peu parlé de projets d'avenir, mais il a plus défendu ce bilan, et ce déplacement correspond à cela pour dire que le souci de réindustrialisation, certes, il a été très présent lors de la seconde campagne présidentielle en 2022, mais qu'il était déjà dans ses priorités ou dans ses préoccupations dès 2017. Valérie. La difficulté de cette histoire, c'est que la réindustrialisation de la France, c'est un serpent de mer et qu'on ne voit pas venir grand-chose au fil des années depuis le quinquennat, les deux
quinquennat d'Emmanuel Macron, la France a tout à fait continué à se désindustrialiser, ce qui a des conséquences extrêmement importantes parce que le problème, c'est que quand on devient un pays de services, il n'y a que l'innovation qui peut tirer la productivité d'un pays. La productivité d'un pays crée sa croissance. Donc en fait, si on n'a pas d'industrie, on n'a pas d'innovation, on n'a pas de croissance et on a un pays qui est en panne comme on le vit aujourd'hui. Donc peut-être que ponctuellement, dans quelques bassins, effectivement, il y a des efforts qui ont porté des fruits, mais globalement, l'économie française ne s'est peut-être jamais aussi mal portée parce que la réalité, c'est que toutes ces politiques ont été faites en distribuant des fonds publics qui ont créé une dette que l'on paye aujourd'hui et qu'on ne sait pas comment rembourser. Ouais, et avec une volonté politique, Daïc aussi, de couper l'herbe sous le pied du Rassemblement national. Oui, mais ça marche pas. Ouais. Non, mais toujours, on en est déjà de dire c'est quoi l'héritage du macronisme? Est-ce que c'est une idéologie, des convictions, du pragmatisme? Est-ce que c'est pas simplement une promesse qui était celle-ci, qui était faite à Whirlpool en 2017 pendant la campagne de l'entre-deux tours? C'est là où le duel est le plus installé avec Marine Le Pen, où il va à la rencontre des ouvriers de Whirlpool qui sont menacés par une délocalisation et puis il promet qu'il trouvera un repreneur. Finalement, ça n'a pas été le cas, hein, pour les Whirlpool, comme on dit, mais il avait à l'époque réussi à les retourner un petit peu, les syndicats qui représentaient les salariés de Whirlpool. Donc voilà, on voit bien que c'est pas sur le régalien qu'il va faire le duel sur la haine, parce qu'il l'a déjà perdu. Là où il peut le gagner, ou égaliser, c'est sur ce rappel de son souci de réindustrialisation, qui, encore une fois, c'est le sujet du jour, c'est de dire qu'il était présent dès le début et pas lors de la deuxième campagne présidentielle, après le Covid, puisque c'est là-dessus on a beaucoup parlé de réindustrialisation, c'est après le Covid. Et alors Emmanuel Macron qui va défendre son bilan au moment où les choses se tendent au sein du gouvernement Bayrou, la proportionnelle va-t-elle provoquer le départ de Bruno Retailleau du gouvernement? Hier, les Républicains étaient reçus à Matignon et ils ont affirmé leur forte opposition à cette réforme. Nous sommes opposés au mode de scrutin proportionnel. C'est chez nous une position qui n'a pas varié. C'est une position qui est une position de fond. Nous pensons que le scrutin proportionnel aboutirait à une assemblée ingouvernable. Nous avons dit notre franche et totale opposition à cette réforme du scrutin proportionnel. Je pense qu'il y a mieux à faire pour nos concitoyens et à titre d'ailleurs... Le ministre de l'Intérieur, j'ai confirmé au Premier ministre que jamais je ne porterai ce type de réforme. Voilà, et Bruno Retailleau qui va même plus loin en disant toutes les options sont ouvertes, y compris, sous-entendu, y compris mon départ du gouvernement si je devais porter cette réforme. On se dirige vers une rupture entre les LR et le gouvernement ? On se dirige vers le fait que Bruno Retailleau a trouvé son sujet ou son motif pour acter une rupture qui est inévitable si à partir d'un moment il souhaite être candidat à l'élection présidentielle. Et puis là, on l'a vu qu'il n'était pas tout seul à s'exprimer. Bruno Retailleau, il y avait Laurent Wauquiez, et puis le président du groupe LR au Sénat, mais c'est surtout Laurent Wauquiez qui, on le sait, va rappeler à Bruno Retailleau la nécessité de quand même être indépendant par rapport au pouvoir macroniste tout en étant au gouvernement. Il va pousser, on le sait, pendant les discussions budgétaires, et il le pousse sur ce sujet où les LR sont hostiles à la proportionnelle. C'est dans leur ADN, et donc Laurent Wauquiez va rappeler ça à Bruno Retailleau. Mais on a l'impression que celui-ci, va trouver un prétexte, a trouvé en tout cas son prétexte pour déclencher à un moment, s'il le souhaite, son départ. Ouais. Et d'autant, Valérie, que ce week-end, il a été sous le feu des critiques, Bruno Retailleau, notamment du Rassemblement national, qui dit il y a les mots, mais il n'y a pas les résultats. Est-ce que du coup, ça peut être l'étincelle pour éviter qu'on lui fasse ce procès en absence de résultats ? Écoutez, c'est pas la première fois que Bruno Retailleau, il avait déjà dit sur l'Algérie, si l'Algérie ne plie pas, sous-entendu, je démissionnerai. C'était la une d'un journal du matin, d'un très bon journal qui s'appelle Le Parisien. Donc les chantages à la démission, ça vaut ce que ça vaut. On sait aussi que Bruno Retailleau récolte énormément de popularité et de sa présence au gouvernement. Qu'une fois qu'il sera dans l'opposition, ça finira par arriver, parce que comme il y a une candidature envisagée derrière, il ne peut pas peut-être rester jusqu'au bout. Mais pour l'instant, il n'a fait qu'engranger des bénéfices de sa présence au gouvernement. Alors encore plus depuis qu'il est président de LR, il est obligé de montrer ses différences, ses oppositions. Il dirige un parti qui est farouchement contre la proportionnelle. Donc de toute façon, il est contraint de le dire.
Ce que je trouve, c'est que ça met en lumière un peu plus que d'habitude la contradiction fondamentale dans laquelle il est, en fait. C'est-à-dire que, contrairement à son modèle Nicolas Sarkozy, qui appartenait à un gouvernement qui était vraiment de sa mouvance, de sa sensibilité, de ce qu'il pensait, Bruno Retailleau est dans la difficulté d'être dans un gouvernement dont la sensibilité est différente de la sienne sur tout un tas de sujets. Dont celui de la proportionnelle qui est très important. Il y avait aussi les 10% sur les retraites. Enfin, il y a tout un tas de sujets. Donc, soit il fait que marquer sa différence de la façon dont il le fait maintenant, soit un jour il partira à bon escient. Effectivement, ça lui donne un prétexte, mais je ne suis pas sûre qu'il soit très pressé. Il y a un autre sujet qui crée en tout cas des divergences entre les Républicains. Alors, une partie des Républicains, plutôt les Républicains du Sénat et le camp présidentiel, c'est la loi PLM, Paris, Lyon, Marseille. Elle va être examinée cet après-midi au Sénat, qui devrait la rejeter. Absolument, parce que rejetée à la fois par les sénateurs de gauche, mais c'est plus compliqué par les sénateurs de droite, y compris les sénateurs parisiens. Parce qu'en fait, qui pousse à ce qu'on réforme le scrutin, notamment à Paris, c'est Rachida Dati, parce qu'elle considère que les Parisiens ne doivent plus voter par arrondissement, mais doivent voter sur l'ensemble de la capitale, et ça favorise plutôt quelqu'un qui a une forte notoriété, mais qui a moins d'ancrage arrondissement par arrondissement. Or, les plus fervents opposants au sein du Sénat, c'est des sénateurs LR qui sont conseillers de Paris, et qui disent, nous, on défend les intérêts des maires d'arrondissement, parce qu'ils estiment que dans le texte, on réforme le mode de scrutin, mais on ne parle pas des pouvoirs des maires d'arrondissement par rapport à la mairie centrale de Paris. Là, c'est pour Paris, ça concerne Marseille et Lyon aussi avec les secteurs, et là aussi à Marseille, Renaud Muselier, qui est le président de la région PACA, dans laquelle est Marseille, est aussi très hostile à cette réforme, alors que je crois qu'a priori le maire, lui, M. Payan, il serait plutôt favorable. Mais voilà, donc à droite, on est plutôt hostile à cette réforme, alors même qu'elle est demandée par quelqu'un de droite, Rachida Dati. En fait, on a l'exemple même d'un projet de loi qui avait une bonne intention et qui a été extrêmement mal ficelé. Donc, la bonne intention, c'est quoi? C'est d'élire les maires des grandes villes au suffrage direct. C'est vrai que Paris, Lyon et Marseille sont les 3 seules villes de France qui sont élues au suffrage indirect par arrondissement. Cette incongruité avait été imaginée par Gaston Defferre à Marseille à un moment où il était en danger, ce qui lui a permis de garder le contrôle de la ville. C'est beaucoup plus démocratique de voter en direct sur le papier, c'est beaucoup mieux, il n'y a absolument pas de raison. On est dans un suffrage indirect qui est très déstabilisant et qui favorise les départements les plus peuplés, et on soupçonne que la gauche, c'est ce que Rachida Dati soupçonne, que la gauche est favorisée dans ce scrutin-là. Donc sur le papier, cette loi est bonne. Sur l'exécution, elle est absurde. Pourquoi ? Parce qu'ils ont prévu que les maires d'arrondissement ne seraient pas de facto membres du Conseil de Paris. Or, pour un maire d'arrondissement, ne pas être membre du Conseil de Paris, d'abord, on n'est pas payé 2 fois, on n'est payé qu'une fois, donc c'est quand même un problème. Et la deuxième chose, c'est qu'être maire d'arrondissement, si on n'est pas membre du Conseil de Paris, ça consiste à s'occuper des trottoirs, de la taille des trottoirs. Franchement, c'est pas d'un intérêt. D'ailleurs, on parle de conseiller d'arrondissement seulement, ce qui, du coup, n'est pas du tout passionnant. Et la clé de tout ça, c'est que comme les conseillers de Paris sont des grands électeurs, les 4 sénateurs parisiens ne deviendraient plus forcément des grands électeurs. Ce qui, bien évidemment, pose un problème à la droite sénatoriale, les 4 grands électeurs LR, en fait. Donc, ça pose un problème à Gérard Larcher, qui a tout à fait raison, qui risquerait de perdre une partie de ses sénateurs LR, ce qui n'est pas du tout son intention. Donc, mais en même temps, à l'Assemblée nationale, vous vous souvenez qu'il y a eu cet accord entre Laurent Wauquiez et Rachida Dati pour faire passer la loi. Donc la loi est passée. Parce que Laurent Wauquiez, lui, il est plutôt favorable. C'est là, je dis qu'en fait, au sein des LR, c'est pas simple. De bons procédés parce que Rachida Dati s'est prononcée pour lui en échange. Donc voilà, tout ça est extrêmement complexe en fait. La vérité, c'est que du coup maintenant, cette loi, elle est passée à l'Assemblée nationale et elle devrait ne pas passer au Sénat. Et puis le dernier sujet, qui est peut-être le principal, c'est qu'on est déjà le 3 juin aujourd'hui, que les municipales, c'est en mars 2026, et que traditionnellement, même si ce n'est pas inscrit dans la Constitution, on ne change pas une loi électorale à moins d'1 an du scrutin. Ça ne se fait pas, on est trop rapide. Donc idéalement, il faudrait repousser cette loi, garder l'esprit, mais en changer l'exécution qui aujourd'hui n'est pas adéquate. Ouais.
D'autant qu'à Paris, la gauche aussi, la gauche est contre cette réforme de la loi Paris-Lyon-Marseille. Plus largement, peut-être sur les municipales à Paris, on parlait des divergences entre les LR et le camp présidentiel. Est-ce que c'est possible pour la droite et les macronistes de prendre Paris à la gauche sans s'allier, Daïk ? Non, c'est compliqué. Alors on peut toujours s'allier entre les deux tours, et ça c'est des stratégies à voir. Est-ce qu'il vaut mieux partir séparés pour se réunir entre les deux tours ? De toute façon, on en parle beaucoup de cette alliance, et Rachida Dati, c'est un peu le sens de sa venue au gouvernement, c'est pour se rapprocher de la Macronie. Vous avez bien entendu, Rachida Dati, le débat sur est-ce que le macronisme est mort ou pas. Elle a bien précisé que le macronisme n'est pas mort, pour se concilier évidemment les faveurs des macronistes de la capitale, où Emmanuel Macron fait de très bons scores à l'élection présidentielle, et ça ne se traduit pas, ou ça ne s'est pas traduit lors des précédentes municipales où ils étaient opposés, Rachida Dati et Agnès Buzyn qui menaient les listes. Mais pour l'instant, chacun fait ses listes ou prépare ses listes dans chaque arrondissement de son côté. Il devait y avoir une première réunion à fin juin pour les grandes villes, voir comment on peut s'allier entre LR et Renaissance, et puis l'Horizon et Modem. Et là, Horizon qui a son candidat, Pierre-Yves Bournazel, lance sa campagne ce soir avec Édouard Philippe, qui est invité au meeting de lancement de campagne. Donc c'est déjà un premier. Mais après, Pierre-Yves Bournazel, c'est un ancien LR. Il y a 3 groupes qui représentent la droite, les LR, au sein du Conseil de Paris. Donc c'est très très compliqué. Mais ça veut dire que c'est une aubaine pour la gauche ou pas ? Oui, c'est une aubaine sur la gauche. Et puis surtout, la droite attend de savoir ce qui va se passer à gauche et au PS, puisqu'au PS, il y a une primaire pour désigner le candidat qui succédera, ou pas à Anne Hidalgo, mais en tout cas qui succédera pour représenter le PS, entre Emmanuel Grégoire, député, et Rémi Féraud, sénateur de Paris. Donc ils attendent aussi un peu de voir ce qui va se passer. Mais pour l'instant, il n'y a pas de réunion commune, officielle, pour essayer de voir des listes communes. Les municipales à Paris vont être extrêmement particulières parce que ça fait maintenant 24 ans que la gauche a été maire de Paris. D'abord avec Bertrand Delanoë, puis avec Anne Hidalgo. Le vote pour le congrès du PS au sein du Parti socialiste a monté une faible puissance des partisans d'Anne Hidalgo. Le score a été assez décevant pour son poulain Nicolas Meyer-Rossignol. Et aujourd'hui, il semble quand même qu'après tout ce temps, la gauche, qui elle-même est divisée, comme ça vient d'être dit, entre Rémi Féraud et Emmanuel Grégoire, est plutôt affaiblie que sur un... Je ne sais pas, vous avez vu qu'Anne Hidalgo passe beaucoup de temps à l'étranger en ce moment. On a l'impression qu'elle est déjà sur une autre planète. Il faudra compter aussi avec la candidature annoncée de LFI, de Chikirou, à gauche, Chikirou, qui pourrait être la candidate de Béliard pour les écologistes. Donc tout ça va être très compliqué. À droite, effectivement, il n'y a pas que Rachida Dati. Il y a Pierre-Yves Bournazel qui lance sa candidature ce soir, comme ça vient d'être dit. Mais il est moins à droite que Rachida Dati dans son positionnement. Il est plus... Vous avez vu que dans les sondages, on avait dit qu'Édouard Philippe recueillait pas mal de sympathisants de gauche aussi, notamment chez les socialistes. Donc en fait, Bournazel, il est sur un positionnement plus centriste et qui pourrait, in fine, être moins clivant que celui de Rachida Dati, parce que vous avez vu qu'il y a déjà pas mal de dissidence qui s'est exprimée. Et surtout, est-ce que cette candidature de Pierre-Yves Bournazel, elle est le symbole, vous le dites, il y aura Édouard Philippe, du fait qu'Édouard Philippe, il veut affirmer l'ancrage local d'Horizon dans plusieurs villes et ne pas être associé au camp présidentiel. Lui aussi, il a sa liste, et lui aussi, il travaille tout seul avant de voir ce que les autres vont faire pour avoir des chefs de file. Alors c'est comme ça que c'est présenté, c'est pas présenté comme des candidats officiels, mais comme des chefs de file pour les campagnes des municipales. Donc voilà. Après, donc il vient soutenir Pierre-Yves Bournazel, qui est aussi un conseiller, qui est important dans la vie du mouvement. Il est numéro 2, numéro 3, je ne sais plus, mais il a une fonction au sein du parti. Après, Pierre-Yves Bournazel, il essaie d'être candidat. Avant, c'était de la droite. Il s'était présenté contre Nathalie Kosciusko-Morizet lors des primaires. Le problème de Pierre-Yves Bournazel, il est élu du 18e arrondissement, où il perd, sauf une fois, mais sinon il perd régulièrement les élections face aux candidats de gauche. On a oublié juste un candidat, et c'est important. Le candidat LFI. Oui, non, mais tu t'en as parlé avec Sophia Chikirou, mais il y a le sénateur communiste Yann Brossat, qui également espère pouvoir être ce candidat d'une union de la gauche PS, Verts et communistes, en sachant que le PS et les partis communistes sont toujours alliés
dès le premier tour à Paris, et après il y a une alliance au second tour avec Europe Écologie ou avec les... Tout ça pour dire que les municipales à Paris, c'est ouvert, rien n'est figé et tout est possible. Et le texte, il sera donc examiné cet après-midi au Sénat sur la loi Paris-Lyon-Marseille. Il y a un autre texte qui était au Sénat, Stéphane, c'est la loi Fast Fashion. Ça, c'était hier. Pour commencer, la Fast Fashion, qu'est-ce que c'est? Alors, littéralement, ça veut dire la mode rapide. Des vêtements de mauvaise qualité, éphémères, jetables, aussi vite achetés, aussi vite usés et remplacés. C'est un cycle infernal pour l'environnement parce que le secteur de l'habillement, c'est 10% des émissions mondiales de CO2. Quelques chiffres pour bien comprendre le phénomène juste en France. En 2010, on trouvait sur le marché 2,3 milliards de vêtements. En 2023, c'est 3,2 milliards de vêtements. Un peu moins d'1 milliard de plus, donc ça fait plus de 48 vêtements par habitant mis en vente chaque année. Et est-ce que vous savez combien de vêtements sont jetés chaque seconde en France, Oriane? Du coup, maintenant, oui, 35. 35, et c'est énorme. Et c'est énorme, effectivement. Ça, c'est pour le problème. Alors, il y a des solutions, évidemment, dans ce texte, mais elles divergent entre sénateurs et députés. Oui, parce que ce texte, il vient de l'Assemblée nationale, où il a été adopté l'année dernière, mais les sénateurs et les députés ne sont pas d'accord sur la cible du texte. Au Palais du Luxembourg, les élus ont recentré le texte. Ils veulent faire une distinction entre les entreprises implantées en Europe, même si elles produisent beaucoup de vêtements. C'est par exemple Kiabi, H&M ou Zara. Une distinction avec les géants chinois du secteur, les plateformes en ligne Temu et Shein. Écoutez la rapporteure du texte au Sénat, Sylvie Valente-Lehir. Aucune entreprise française ne sera concernée par cette définition. Depuis le début de l'examen de ce texte, ma ligne est restée constante. Je ne souhaite pas faire payer 1 euro aux entreprises qui disposent d'enseignes en France et qui contribuent ainsi à la vitalité économique et la vie économique de nos territoires. Alors Stéphane, elle parle de taxes parce que la loi prévoit un système de bonus-malus pour les entreprises du textile. Exactement, selon des critères de durabilité. Avec ce dispositif, il est prévu pour des marques comme Shein et Temu, par exemple, une taxe de minimum 5 euros de plus par vêtement en 2025 et ça pourra monter jusqu'à minimum 10 euros de plus en 2030. Autre point important, les sénateurs ont voté pour l'interdiction générale de la publicité des marques de mode ultra éphémères comme les députés. Ah mais pardon, et l'ombre des lobbies, Stéphane, plane évidemment au-dessus de l'examen de ce texte. Exactement, oui, Oriane. Au-delà de la bataille parlementaire, une bataille politique se déroule en coulisses, celle du lobbying d'entreprises comme Shein. Nos confrères de France Inter ont révélé que la marque chinoise basée à Singapour avait commandé un rapport de 40 pages avec des arguments anti-loi fast fashion. L'entreprise a aussi recruté des consultants ces derniers mois, parmi un vivier d'anciens ministres, par exemple l'ancien premier flic de France Christophe Castaner. D'ailleurs, fin mai, 2 associations, les Amis de la Terre et l'Observatoire des multinationales, ont alerté la Haute Autorité pour la Transparence de la vie publique, la HATVP. Elle lui demande un contrôle des activités de lobbying de Shein parce qu'elle soupçonne des irrégularités. Ouais, et ça fait partie des questions que pose l'examen de ce texte, Valérie. C'est le poids des lobbies, notamment sur les parlementaires. Oui, on est tout à fait d'accord. Ça fait des années que ce sujet est sur la table. C'est vrai qu'il y a une accélération avec cette présence très forte des Chinois et de cette entreprise Shein. Mais avant, il y avait la fast fashion, ça s'est mis en place progressivement. Il y en a qui militent depuis des années entières contre cette fast fashion. C'est Raphaël Glucksmann, avec un certain succès d'ailleurs. Au début, c'est venu de la protection des Ouïghours, qui est un peuple qui est suremployé et un peu esclavagisé, enfin tout à fait esclavagisé par les Chinois en Chine, effectivement. Et effectivement, on voit qu'il y a cette double approche. Il y a l'approche plus qu'environnementale, c'est-à-dire éthique, en fait, c'est-à-dire sur la façon dont c'est produit, tous ces déchets, cette espèce de grand gaspillage d'hommes, d'argent et de matériel, d'un côté de matériaux qui s'est vraiment accéléré, mais qui existait déjà, parce que, je ne veux pas citer de marque, mais dans les entreprises qui sont chez nous, il y en a qui se comportent mieux, mais pas tellement mieux que ça, en fait. Et puis, il y a l'aspect économique de toutes ces publicités qu'on fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, le textile, quand vous avez connu le textile français qui était fabriqué normalement et qu'aujourd'hui, vous êtes, si vous payez plus de 5 euros, vous avez l'impression de vous faire avoir et qu'on ne va pas investir beaucoup parce que ça ne sert à rien, ça a été un changement de mentalité qui a été assez dévastateur pour les emplois, pour les filières industrielles,
pour l'environnement et pour la façon dont les gens travaillent pour arriver à des résultats pareils. On ne voit pas quelque chose 5 € quand on paye les gens, ça n'existe pas en fait. Sur le lobbying de Schein, il n'est pas si fort que ça, finalement, parce que Schein ou Temu, alors Temu qui n'a pas fait un lobbying a priori très, très véhément, puisqu'en fait, ils ont obtenu d'être séparés, puisque le projet de loi tel qu'il est voté au Sénat sépare la fast fashion de l'ultra fast fashion. Ce sont Kiabi, H&M, Zara, c'est des marques citées par la rapporteure. Tout simplement, celles-ci sont épargnées parce qu'elles ont des magasins physiques dans les centres-villes, notamment des villes moyennes, et donc des emplois et donc de l'animation. Et c'est pour protéger celles-ci que le texte de l'Assemblée a été un peu modifié pour cibler vraiment Shein et Temu, puisque ce qui définirait par décret, pas la loi, là, c'est ce que reprochent d'ailleurs plutôt les sénateurs de gauche et écologistes, c'est le nombre de références qui sont vendues par les marques, et pas forcément que la qualité du produit, le renouvellement des gammes. Voilà, c'est uniquement ce critère global. Et là, on parle, par exemple, pour Shein ou Temu, notamment pour Shein, de 10, parce que Temu ne fait pas que des vêtements, hein. Mais Shein, c'est des dizaines de milliers de références. Là où d'autres marques françaises ou européennes, on est dans les centaines qui sont proposées. Donc c'est là la distinction qui est faite. Donc Shein finalement, n'a pas réussi, mais simplement le texte est un peu dénaturé dans son objectif. C'est plus un texte environnemental, ce qu'assume totalement la rapporteure en disant que c'est pas une loi sur l'écologie dans l'habillement, mais on est plutôt sur un texte commercial pour lutter contre une concurrence jugée déloyale, celle de la Chine. Et quand vous luttez contre la concurrence chinoise, c'est plutôt toujours populaire dans l'opinion publique. Chine essaye de contre-attaquer en disant c'est vous empêcher les classes les moins fortunées de pouvoir s'habiller si vous enchérissez le prix de nos vêtements que l'on vend. Allez, on va terminer par l'image de la soirée. C'est celle de Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet qui se sont rendus au mémorial de la Shoah, aspergés de peinture pendant le week-end. Ils ont voulu montrer l'unité de la République. Marion Delpech. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, et le président du Sénat, Gérard Larcher, se recueillent devant le mur des justes. Un message d'unité après la dégradation à la peinture verte de plusieurs sites juifs ce week-end. Ce sont les justes de France, ce sont justement ceux qui savent se dresser, savent résister, ne sacrifient pas l'idéal républicain, quel que soit le risque qu'ils ont pris pour leur vie. Et nous leur devons finalement notre présence aujourd'hui parce que eux se sont dressés et il faut finalement aujourd'hui que chaque citoyen français se dresse contre ces idéologies qui prônent la haine de l'autre. C'est strictement insupportable. Au sens profond du mot, c'est le sens de notre présence, de notre combat sans cesse pour la République. Et la République, elle n'admet jamais qu'on puisse appeler à la haine de l'autre. Alors qu'ils tentaient de quitter le pays, 3 étrangers, également soupçonnés d'avoir aspergé 3 autres synagogues et un restaurant juif à Paris, ont été interpellés. Pour le président du CRIF, une nouvelle marche contre l'antisémitisme, comme celle organisée en 2023 à l'appel des présidents des 2 chambres, est nécessaire face à l'explosion des actes antisémites. Et ce que nous avons vu ces dernières semaines, ces derniers jours encore, c'est les digues qui sont tombées, un antisémitisme décomplexé qui s'affiche sur les murs. Vous savez, quels que soient les auteurs, quelles que soient les motivations de ceux qui commettent ces actes, eh bien, ces images de peinture sur des synagogues ou ici sur le mur des justes au mémorial de la Shoah, eh bien, ce sont des images qui blessent. Des responsables issus de tous les échiquiers politiques ont dénoncé ces actes antisémites. Et on le voit, l'union une nouvelle fois sur ce sujet de Yael Braun-Pivet et de Gérard Larcher face à ce que le président du CRIF qualifie d'antisémitisme décomplexé. On est dans la continuité de la marche qu'ils avaient organisée. C'est une façon aussi d'être fidèle à l'héritage ou au message qu'ils veulent laisser passer. Alors après, voilà, ils sont tous les deux. C'était pas du tout les mêmes images que lors de cette marche. Mais après, il y a une enquête sur ces actes qui ont été... Une volonté de montrer l'unité de la République. Voilà, il y a une montrée de l'unité. On est dans la continuité de ce qu'ils ont déjà essayé de mettre en place depuis cette marche.
Non, c'est très important quand même ce couple de Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet parce qu'ils se sont déplacés ensemble en Ukraine. Sur tous les sujets importants de la République, ils prennent des décisions ensemble. Et je pense que vis-à-vis de la population française, c'est bien qu'on voit tellement les gens se diviser, les députés, etc. Et être dans... C'est un peu... Ils sont l'anti-colère, ils sont là pour apaiser un petit peu plutôt quand même et pour montrer ensemble la force de la République, des valeurs de la République surtout, je trouve. Et c'est ça qui compte et qui est le plus important. Et ils ont vraiment bien réussi parce que ça fait un certain temps, ça dure et ils continuent à chaque occasion effectivement de transgression ou des valeurs françaises d'être présents, d'être là et de montrer leur implication. Merci à tous les deux, vous restez avec nous, on va regarder ce qu'il y a à la une de la presse régionale. Et Stéphane, on commence cette revue de presse régionale avec ce crime raciste à Puget-sur-Argent, c'est à la une de Var-Matin. Hichem Miraoui, 35 ans, coiffeur tunisien, tué par son voisin qui lui a tiré dessus. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'affaire. La victime subissait les insultes racistes de son voisin depuis plusieurs années. La cousine d'Hichem Miraoui s'exprime dans Var-Matin. Elle décrit un homme joyeux, généreux, agréable à vivre. C'est aussi l'avis des gens qui sont venus devant le salon de coiffure où il travaillait pour lui rendre hommage. Mouna, sa cousine, raconte aussi qu'il voulait déménager à cause de son voisin qui l'insultait et avait même tagué son scooter pour essayer de créer du lien. La cousine de la victime explique qu'Hichem Miraoui lui avait même offert une assiette de couscous il y a encore quelques jours. Elle nous apprend également qu'au moment du meurtre, samedi, la victime était en visio avec sa famille. Désormais, Mouna, sa cousine et ses frères et sœurs qui vivent dans le sud se sentent en danger. Autre sujet à la une du journal La Montagne qui se fait l'écho des orages qui ont ravagé l'est du Puy-de-Dôme. Oui, des pare-brises de voitures explosées, des intérieurs de maisons retournés. Les habitants de Tours-sur-Mémont font le compte des dégâts. Depuis 50 ans qu'on habite là, on n'a jamais vu ça, désespère Corinne Borel devant sa porte d'entrée. L'eau s'est infiltrée dans son grenier. Les pompiers, eux, se sont activés pour bâcher un maximum de toits dans la commune. Ils sont intervenus 282 fois depuis le mois de janvier. C'est plus que sur toute l'année dernière. On espère que ça va s'arrêter, dit le chef des pompiers. La faute à un orage supercellulaire, le type d'orage le plus violent. Fumeurs, vous êtes priés d'aller voir ailleurs, c'est à la une de La Voix du Nord. Oui, dans moins d'un mois, à partir du 1er juillet 2025, il sera interdit de fumer à proximité des établissements scolaires, des équipements sportifs, dans les parcs ou les jardins publics. Une nouvelle réglementation pour lutter contre le tabac qui est la cause de 75 000 décès par an. Alors La Voix du Nord est allée à la rencontre des lycéens qui fument devant leurs établissements. Ce n'est pas ça qui va m'empêcher de fumer, répond une élève en bac pro commerce, même si elle reconnaît que ça peut protéger les plus jeunes qui ne fument pas encore. Une prise de conscience saluée par un médecin qui voit un changement du rapport de la population au tabac depuis 2006. L'Alliance du tabac rappelle aussi ce chiffre. En moyenne, le tabagisme en France, ça commence à l'âge de 14 ans. Et pour terminer, Stéphane, à la une de beaucoup de nos journaux régionaux ce matin, le succès d'une joueuse de tennis française hier à Roland-Garros. Oui, retenez bien son nom. Elle s'appelle Loïs Boisson, 22 ans. Elle participe au tournoi en tant qu'invitée et elle a sorti hier la numéro 3 mondiale, Jessica Pegula, en 3-7, 3-6, 6-4, 6-4. Elle est la seule française encore en liste en deuxième semaine de Roland-Garros. Elle joue demain en quart de finale contre la 6e mondiale Mira Andreeva. Et à la fin de sa victoire d'hier, aussi inattendue que savoureuse, Loïs Boisson s'est projetée. J'espère gagner Roland-Garros, dit-elle. Et pourquoi pas voir une Française soulever la coupe, Oriane? Ben on espère. Très très beau match hier. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais très très beau match de la joueuse française. Effectivement, on la suivra en quart. Merci Stéphane. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Valérie Lecable. Et merci Daï Cauduit. À très vite. Évidemment, dans cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle qu'à partir de vendredi, ce sera plus la 13 mais la 8 pour nous suivre. 8 du canal de la TNT pour suivre Public Sénat et les chaînes parlementaires. Notez bien ce rendez-vous et en attendant, on se retrouve demain. On vous souhaite une très bonne journée.